Chloé, on commence avec Chloé qui nous demande comment booster son immunité pour se protéger contre les petits virus de l'hiver. Je ne veux pas me demander au moindre rhume si j'ai attrapé le Covid. Alors, il n'y a pas d'aliment miracle, mais il y en a qui aident quand même. Alors, il n'y a pas d'aliment miracle, mais on a des preuves scientifiques sur un certain nombre d'aliments. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez 80 grammes de champignons de Paris tous les jours, si on compare à un groupe qui n'a pas pris 80 grammes de champignons de Paris tous les jours, eh bien, on retrouve des immunoglobulines quand on fait des tests salivaires, ce qui signifie que ça a augmenté la capacité à développer des anticorps, donc ça améliore l'immunité. Donc les champignons. Les Champignons de Paris. Bon. Oui, l'ail, c'est la par saison, exemple, remarquez, des champignons en oui, général. c'est pas trop cher. Il y a les shiitake qui sont encore plus efficaces, mais on en trouve moins. Les champignons asiatiques, voilà. Voilà, on en trouve moins. Après, quand vous prenez de l'ail, on a constaté également que les gens qui prenaient régulièrement de l'ail, alors là, des petites fractions, 30 à 40 grammes. Alors je précise que toutes ces données ne sortent pas de mon cerveau, qu'elles proviennent d'études scientifiques, souvent asiatiques ou américaines. Et donc, quand vous prenez cette ail, vous avez une réduction, vous n'évitez pas la grippe, mais vous avez une réduction des symptômes de la grippe d'environ 30%. Et parmi les catégories d'aliments qui sont intéressantes, on trouve également le piment. Mais c'était connu auparavant comme un antiseptique profond, les crucifères, et puis on trouve... C'est quoi les crucifères? Les crucifères, en fait, c'est toute la famille Vous n'en mangez des pas choux. assez. C'est toute la famille les choux, des les choux. brocolis, toutes ces belles choses vertes. Mais vous n'en savez rien. Je mange beaucoup de légumes, je crois. Mais choux verts, choux de Bruxelles, etc. Voilà un certain nombre de produits qui sont susceptibles d'améliorer votre immunité. Ça signifie qu'il faut les croiser entre eux, et ça signifie aussi qu'il faut plaider pour une diversification alimentaire. Donc on mange du coloré, du vitaminé, on va dire. Oui, absolument. Donc ça sera intéressant pour, pas l'éviter, mais peut-être la supporter mieux. Anna nous demande, le jeûne, bonne ou mauvaise idée? Ça dépend de la durée du jeûne. En fait, tout part d'une expérimentation qui a montré que quand on faisait jeûner des souris, pas des hommes, 48 heures avant de leur délivrer une chimiothérapie, eh bien ces souris répondaient beaucoup mieux au traitement chimiothérapique. Donc on est parti sur l'idée que de faire un jeûne court de 48 heures, tuer en quelque sorte la progression de la cellule cancéreuse, et donc que ça pouvait être intéressant. Malheureusement, Claude Bernard disait « le lapin à jeun mange du lapin ». C'est-à-dire que si vous prolongez ce jeûne, contrairement à ce que vous pensez, vous n'arrêtez pas de manger, vous mangez vous-même pour retrouver par exemple les protéines, on ne sait pas toutes les fabriquer. Donc le corps humain va consommer les protéines de ses muscles, c'est pas trop grave, mais peut-être de son foie, de son rein, de sa rate. Donc un jeûne de 48 heures, pourquoi pas, on n'est pas certain de son efficacité. Un jeûne au-delà de 72 heures, il faut être capable de le supporter, et il peut parfois présenter des risques. Est-ce qu'on peut aussi faire un jeûne, une sorte de jeûne fractionné, c'est-à-dire que c'est le jeûne de 16 heures, beaucoup de gens font ça maintenant. Alors le jeûne de 16 heures, en fait il est mal interprété, il a été délivré comme une méthode d'amaigrissement. En fait c'est faux, le jeûne de 16 heures améliore le score d'un amaigrissement à condition que vous respectiez pendant les 8 heures d'intervalle où vous avez le droit de manger la nourriture que vous vous êtes prescrite auparavant, c'est-à-dire une nourriture un peu plus rationnée qu'une nourriture normale. Moyennant quoi, on a un score d'amaigrissement qui est un peu supérieur. Assez curieusement, c'est sur 16 heures et ça ne marche pas pareil sur 20 heures et sur 24 heures. D'accord. Bon. Paul, lui, nous dit qu'il entend beaucoup parler de microbiote. De quoi s'agit-il exactement? En quoi est-ce si important le fameux microbiote intestinal? C'est vrai que là, on entend parler des intestins en permanence maintenant. Ça marche. En fait, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui colonisent une partie de notre intestin. On pourrait penser que les bactéries sont mauvaises, donc les microbes. En fait, en réalité, c'est sale, voilà. Certaines bactéries sont extrêmement positives pour notre corps. Et quand on a un microbiote de bonne qualité, alors à ce moment-là, on peut peut-être se défendre de certaines maladies. On avait pensé que ça concernait essentiellement les maladies du tube digestif. Assez curieusement, non. C'est l'endroit où il y a le plus d'études cliniques dans le monde à l'heure actuelle. On a l'impression que c'est actif sur les maladies dégénératives, sur certains cancers, sur le diabète, etc., sur quasiment la totalité des maladies, d'où les explorations régulières sur le microbiote. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, les gens se gavent de probiotiques. En fait, il ne faudra pas faire ça dans le futur. Dans le futur, il faudra arriver à personnaliser le probiotique en fonction de l'analyse des bactéries qu'on a à l'intérieur de notre intestin. Mais c'est la voie de recherche la plus prometteuse. Et dans les aliments de tous les jours, sans taper dans ces yaourts spéciaux et autres, qu'est-ce qu'on peut prendre qui serait positif, qui serait favorable? Les probiotiques,
je vais dire une chose terrible et bonne pour les brasseurs. Les bactéries ne sont pas toutes mauvaises, mais en fait, l'idée, c'est de stimuler les bactéries. Les probiotiques, c'est quasiment la bactérie. Mais en fait, on a une catégorie de produits qui s'appelle les prébiotiques. Ce sont ceux qui vont fermenter à l'intérieur de l'intestin et qui donc vont nourrir ce microbiote. Alors, les exemples classiques, la plupart du temps, c'est les fibres. Hein. Ça veut dire tout ce qui va contenir des fibres qui sont pas digérées, qui vont donc subir une putréfaction dans l'intestin. Mais curieusement, des produits comme la bière sont extrêmement intéressants. La bière ou le cidre, mais la bière particulièrement. Et donc, ça veut dire que ça fait pas de mal de boire un verre de bière de temps en temps. Avec modération, bien sûr. Oui. Bien sûr. Marie nous demande, y a-t-il des aliments interdits ou bien n'est-ce qu'une question de dose ? C'est essentiellement une question de dose. Il n'y a pas d'aliments interdits. L'être humain a fait une sélection des aliments poisons au fur et à mesure des siècles. Donc il n'y a pas d'aliments interdits. Mais bien sûr, il est beaucoup plus raisonnable d'aller prendre 80 grammes de lipides par jour que d'en prendre 150. Aujourd'hui, on peut dire que quand même, c'est sur les matières grasses qu'on se concentre le plus et le sucre aussi. Mais rien n'est interdit. Si vous vous enlevez le plaisir de manger, vous supprimez une partie de votre équilibre. Donc c'est très important de doser chaque aliment en fonction de sa densité calorique notamment. Doser, et est-ce que le moment aussi de la journée est important ? On dit manger davantage de gras le matin, le petit déjeuner de roi, le déjeuner de prince, le dîner de pauvre, c'est toujours d'actualité ça ? Alors ce sont des théories qui ne marchent que si on fait une prière avec. Parce qu'en fait il n'y a aucun fondement à ça. Il n'y a aucun fondement à ça. C'est même anti-métabolique. Ça veut dire mais c'est pas lié à l'énergie qu'on va dépenser après. Ce n'est pas conforme à la physiologie du corps. La seule chose qu'on sait, c'est que si on espace trop les repas ou si on a des repas trop gras, on a une capacité à grossir qui est un peu plus importante. Donc le beurre, on peut le prendre à tout moment de la journée ? Avec modération. Et le sucre aussi ? Le sucre, non. On est beaucoup plus réservé sur le sucre car on l'a jamais expliqué, mais en fait le sucre amplifie la réponse des cellules cancéreuses et donc permet leur meilleure prolifération. Donc c'est pour ça qu'on a réduit le sucre, pas seulement pour le diabète, c'est parce qu'on sait que si on mange du sucre, ça stimule des enzymes qui, elles, ont le pouvoir d'augmenter la croissance des cellules cancéreuses. Donc le sucre est quand même un ennemi aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer, ça veut dire qu'on reste sur une dose de 50 grammes par jour chez les femmes et 60 grammes chez les hommes. Et Diane se demandait comment le remplacer agréablement. Alors, il y a beaucoup d'édulcorants de synthèse aujourd'hui. L'aspartame est sorti du jeu. On a beaucoup utilisé le sucralose et le stevia. Et maintenant, les industriels ont fabriqué des produits édulcorés qui se cuisent aussi et qui ont une consistance qui ressemble à du sucre. Je ne peux pas donner de marque, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une confusion très importante. Donc, on peut consommer ce type de produit. L'inquiétude qu'on avait, c'est qu'on se demandait si les édulcorants n'avaient pas une action sur l'amplification du désir de manger plus gras. En fait, non. On s'est rendu compte que non. Donc on peut en prendre comme d'habitude avec modération. C'est pas la peine d'abuser de substances qui sont pas aussi explorées que d'autres aliments. Vous parliez tout à l'heure de la bière. Il y a Charlie qui se demande si le vin à dose raisonnable, bien sûr, peut être bénéfique pour la santé. Est-ce que la couleur joue ? Je réponds en dernier, la couleur joue. Par exemple, le vin rouge est plus intéressant que le vin blanc parce qu'il contient un peu plus de polyphénol, mais surtout parce qu'il y a moins d'acétaldéhyde qui est considéré comme une substance cancérigène. Il y en a 2 fois moins. Donc on peut supposer que le vin rouge est meilleur, en tout cas pour la santé, pas au goût, que le vin blanc ou d'autres vins. La deuxième chose, c'est que le vin, c'est une grande erreur d'avoir dit que le vin protégeait. En fait, dans le vin, il y a des polyphénols, mais il faudrait en manger des hectolitres pour que ça nous protège. C'est l'alcool du vin, l'éthanol, qui nous protège. Si vous mettez une demi-cuillère à café d'alcool à 70 degrés dans un grand verre d'eau et que vous le buvez, vous avez un très bon effet cardiovasculaire, vous faites monter le bon cholestérol. Parallèlement à ça, les polyphénols, les tanins, donc, ne sont intéressants que parce qu'ils sont transformés dans l'intestin. Ils vont se transformer sous l'influence justement du microbiote, ils vont se transformer en acide propionique et ça devient un produit qui nous protège sur le plan cardiovasculaire.